Bonsoir. Alors déjà, excusez-moi par avance s'il m'arrive parfois de parler hyper vite ou de bafouiller, mais c'est que je suis un peu intimidé, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en public. Et pour commencer, je vais commencer par une citation. Donc je cite. Imposer le voile à la femme est la plus dure et la plus horrible forme d'esclavage. Nous n'avons trouvé aucun texte dans la charia qui exige le voile de la sorte que nous connaissons. Ce n'est qu'une coutume. C'est pour cela que nous ne voyons aucun inconvénient à discuter du sujet et à insister sur le besoin des gens à changer cette coutume. C'est quand même étonnant. Pourquoi ne demande-t-on pas aux hommes de porter le voile ou de dérober leur visage au regard des femmes s'ils craignent tant de les séduire? La volonté masculine serait-elle inférieure à celle de la femme? Alors, cette déclaration n'est pas de moi, ni d'une des personnes qui est dans cette salle, ni d'une association féministe. C'est celle d'un homme, un Égyptien, un intellectuel musulman, qui a vécu à la fin du 19e, début 20e siècle. Il avait, entre autres, écrit un livre en 1899 qui s'appelait « La libération de la femme ». En fait, il se situait dans un mouvement de renaissance musulmane pour faire revivre les lumières de l'islam. Malheureusement, en contre-coup de ça, les premiers intégristes sont apparus. Parce que ces intellectuels musulmans qui voulaient faire entrer l'islam dans la modernité, et où déjà à l'époque la femme était un enjeu central, ont été accusés de faire le jeu des colons, puisque les pays musulmans étaient sous occupation coloniale, et de vouloir jouer les occidentaux au risque de renier leur propre culture. Alors, l'intégrisme musulman est aussi ancien que l'islam lui-même, hein, et le wahhabisme, par exemple, existe depuis le XVIIIe siècle. Mais l'intégrisme moderne est apparu début XXe siècle. Il a connu un essor fulgurant, notamment avec l'addition de la perte du califat ottoman, avec la colonisation, et avec cette renaissance musulmane qu'il fallait absolument contrecarrer. Et donc les frères musulmans, eux, sont nés en 1928, en Égypte, justement par rapport à ça. Alors, les islamistes, comme l'a dit un peu David tout à l'heure, leur champ de bataille se situe sur deux terrains principaux. Les juifs, avec les premiers problèmes qui se posaient en Palestine à l'époque, et la femme. Les frères musulmans, en 1936, ont écrit ce qu'ils ont appelé les 50 demandes des frères musulmans. En fait, c'est une liste d'impératifs qui concerne l'ensemble de la vie sociale et politique, avec pour objectif affiché la censure, la restriction de toutes les libertés, y compris religieuses. Seul l'islam, et encore dans sa version frériste, était autorisé, la militarisation de la jeunesse, etc. En fait, c'était à peu de choses près le même programme que celui des nazis qui sévissait à la même époque en Allemagne. Alors, les femmes n'étaient pas oubliées, bien sûr, dans ces demandes. Il y avait par exemple, je cite, « lutter contre toutes les sortes d'exhibitions et appeler fermement les femmes, particulièrement les enseignantes, les lycéennes et les étudiantes, les médecins, etc., à un comportement respectueux. » Alors, comportement respectueux, exhibition, ce sont des mots que nous connaissons. Il faut savoir qu'avec les islamistes, ils utilisent les mêmes mots que nous. Aujourd'hui, ils utilisent laïcité, vivre ensemble, égalité, liberté de la femme, libre choix, etc. En fait, il y a la définition Petit Robert, la définition Larousse, et il y a la définition islamiste. Donc on utilise les mêmes mots, mais on n'a pas les mêmes définitions, ce qui contribue énormément à la confusion. Donc pour les islamistes, exhibition, c'est quoi? Dans les années 30 en Égypte, c'est avoir les cheveux au vent, c'est, je ne parle même pas de décolleté, c'est peut-être une jupe trop courte, voire une jupe tout court. Comportement respectueux, c'est de garder le plus de distance possible entre un homme et une femme, pour éviter toute excitation sexuelle, notamment, bien sûr, c'est la femme qui va exciter l'homme et pas l'inverse, évidemment, etc. Autre proposition, autre exemple, interdire la mixité entre les étudiants et étudiantes, considérer tout contact mixte en tête-à-tête comme un crime susceptible d'être sanctionné. Alors, on retrouve certaines de ces propositions chez nos chers islamistes aujourd'hui en France. Prenons l'exemple d'un parti politique qui s'appelle Français et musulmans. C'est un parti islamiste, tendance frères musulmans, qui avait présenté quelques candidats en région parisienne lors des dernières législatives. Parmi ces propositions, la proposition numéro 10 est, je cite, « respect total de la pudeur devant les établissements scolaires ». Qu'est-ce qui se passe en France pour qu'un parti politique décide de mettre dans un programme électoral ce genre de truc? Est-ce qu'il s'est passé des choses suffisamment graves et répétées devant les établissements scolaires français pour justifier une telle proposition? Encore une fois, pudeur, définition Petit Robert, définition islamiste. Donc pour eux, la pudeur, c'est les cheveux au vent pour les jeunes filles, c'est un décolleté, c'est une jupe un peu trop courte, c'est quoi? C'est un couple d'adolescents qui se tiennent la main, un petit bisou sur la bouche? Qu'est-ce qui relève de la pudeur pour ce parti politique, puisque l'atteinte à la pudeur est déjà condamnable par la loi? En fait, ça rejoint
la proposition que j'ai citée tout à l'heure des frères musulmans, lutter contre toutes les sortes d'exhibitions, etc., pour arriver à un comportement respectueux. Alors face au début de cette polémique sur les réseaux sociaux, le parti l'a remplacé par autre chose, mais un truc un peu similaire. Alors certes, il n'était plus dans la proposition de départ de créer une sorte de police des mœurs à l'iranienne, parce que pour contrôler la pudeur devant les établissements scolaires, il faut qu'il y ait des gens qui la contrôlent. Donc il faut une brigade type Iran ou type Arabie Saoudite. Mais bon, ils étaient quand même toujours dans leur obsession sexuelle islamiste. Alors il faut bien comprendre que ces islamistes-là n'ont pas tous conscience qu'ils reprennent les propositions des frères musulmans. Certains d'entre eux n'ont même jamais entendu parler des 50 demandes des frères musulmans. Donc comment se fait-il que des propositions d'islamistes égyptiens de 1936 se retrouvent dans une proposition électorale en 2017 en France, et que d'autres musulmans tiennent ce type de propos? Tout simplement par la chaîne de transmission, à travers le temps et l'espace, à travers des prédicateurs, des conférences, des cassettes, des ouvrages, tout ce que vous voulez. Les plus célèbres sont Youssef Al-Qaradawi, lui c'est au niveau international, le fameux Tariq Ramadan, qui est assez en vogue depuis quelques jours, et Hani Ramadan, son frère. Et il y en a d'autres aussi, beaucoup d'autres. Eux, ce sont des frères musulmans, mais il y a aussi, bien sûr, les salafistes. Donc, eux reproduisent ces discours-là. Ces intégristes français ont assisté à ces conférences-là, ont lu leurs ouvrages, ont vu leurs prêches sur Internet. Donc, quand ils recrachent un petit peu ces idées de Tariq Ramadan ou de Youssef Al-Qaradawi, ils n'ont pas conscience qu'ils recrachent ceux des frères musulmans. Donc quand on leur dit qu'ils sont frères musulmans, ils sont choqués et sincèrement ils disent que non, non, on n'est pas frères musulmans. Ils sont convaincus que ce qu'ils disent c'est le véritable islam. Ils ne se doutent pas que c'est l'islam, mais version frères musulmans. Et si les islamistes militent pour l'abolition de la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, c'est bien pour les raisons idéologiques des intégristes musulmans. C'est pas pour défendre la laïcité et la liberté. La liberté et la laïcité, c'est un moyen pour eux. C'est pas un but en soi. C'est le moyen d'imposer, de développer leur doctrine au nom des valeurs universalistes que pourtant ils combattent. Alors, ce que je fais là, la ligne de transmission que je fais, c'est une ligne simplifiée. Depuis la naissance des frères musulmans et le wahhabisme institutionnel en Arabie, il y a plein d'associations, plein de petits courants qui sont issus de ça, mais tous partent de la même matrice. Donc là, je fais que tirer un fil pour que ce soit plus simple, pour que ce soit compréhensible. Et en continuant à tirer ce fil, on arrive à ce fameux collectif d'extrême droite, qui est le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, qui est idéologiquement la branche juridique des frères musulmans en France. Donc je l'ai démontré dans plusieurs articles. C'est un mouvement qui est d'extrême droite et tendance frères musulmans. Il colle parfaitement à cette idéologie. En avril 2011, le CCIF avait fait une conférence à une mosquée à Vigneux. Cette mosquée avait vu défiler la plupart des intégristes de France et de Navarre. C'est pour ça que le CCIF y est allé. Et les propos qui ont été tenus à cette conférence sont toujours les mêmes dans toutes les conférences auxquelles ils ont. Seulement, celle-ci a été filmée, j'ai pu retrouver la vidéo intégrale et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et en fait, c'est toujours ce genre de conférence victimaire où les musulmans sont persécutés comme les juifs ont été persécutés dans l'Allemagne des années 30, les femmes musulmanes sont violentées en France, enfin, le truc assez incroyable. Et à un moment donné, et même une bonne partie de cette conférence, le CCIF parle des femmes. Et à un moment donné, il parle de femmes nues, des femmes qui se mettent nues pour vendre du yaourt. Alors, je vais essayer de retrouver la vidéo. Ah oui, elle est là. Je vous propose d'écouter. Mais pour leur religion. Alors, on a des problèmes avec l'islam. Un des problèmes idéologiques. Ça, on peut en parler de ces problèmes. On est OK pour discuter de ça. Mais par exemple, un problème idéologique, c'est que voilà une population qui n'a pas envie de se soumettre. Se soumettre à quoi? Au mode de vie tel qu'il est pratiqué ici. Voilà des gens qui ont dit non. Non, ma femme ou ma fille ne sera pas un objet sexuel dans cette société. Elle ne se mettra pas nue pour vendre du yaourt. Voilà. Donc, il poursuit son propos et puis il continue à dire donc voilà des gens qui apportent une contradiction au mode de vie tel qu'il est pratiqué ici. Fin de citation. Alors, qu'est-ce que c'est que le mode de vie pratiqué? De quoi il parle? Et c'est où ici? Et pourquoi est-ce qu'il parle de femmes nues pour vendre un yaourt? En fait, il fait référence à une publicité de Danone qui avait été diffusée au début des années 90, qui mettait en scène une femme nue pour vendre un yaourt nature. À l'époque, les féministes s'étaient énormément mobilisées pour lutter contre ce type de publicité-là. Depuis, on ne voit plus ce genre de pub. Il y a toujours du sexisme en publicité, évidemment, et qu'il faut combattre. Mais à ce point-là, c'est fini. Depuis 1994, cette pub n'est plus diffusée. Alors comment se fait-il qu'un islamiste, en 2011, fasse référence à une publicité qui n'existe plus depuis 15 ans? Tout simplement parce que cette pub a été récupérée par les islamistes à la fin des années 90, que ce soit les salafistes ou les frères musulmans. Pourquoi? Pour pointer du doigt le mode de vie français,
pour dire, voyez, en France, la vie est décadente. Les Françaises ont aucune pudeur, elles sont même capables de se foutre à poil pour vendre n'importe quel produit, et ça, il faut éviter. Ce mode de vie, il n'est pas bien. Et donc, pour mettre en exergue, en opposition, le mode de vie musulman. Pour se protéger de cette décadence, de cette dépravation totale, le seul moyen, c'est de devenir une bonne musulmane pieuse. On oppose la citoyenneté, les Françaises, c'est ça le truc ici, c'est la France. On oppose la citoyenneté à la religiosité. Donc ça, Marwan Mohammad ne l'a pas inventé. Il le récupère de tous les intégristes. On peut même remonter plus loin, puisque Sayed Qutb, qui est un des penseurs frères musulmans les plus célèbres, même le plus violent, puisque c'est lui qui faisait la jonction entre l'islamisme politique et l'islamisme djihadiste, avait vécu aux États-Unis entre 1948 et 1950. Il avait été dégoûté du mode de vie tel qu'il était pratiqué là-bas. La tenue vestimentaire des femmes. Je rappelle que c'était les États-Unis, pays puritain, dans les années 40. Hein. Mais pour lui, c'était déjà trop. Hein. La mixité pour son espace vital, c'était insupportable. Il était tellement dégoûté qu'à son retour en Égypte, il a commencé à prêcher pour un islam purifié à l'extrême, pour éviter toute influence et innovation étrangère. Le refuge communautaire rigoriste était censé protéger les musulmans de ce mode de vie étranger. Et son radicalisme l'a poussé à militer avec ses amis frères musulmans pour que les Égyptiennes et toutes les musulmanes se voilent. Mais Marwan Mohammad, lui, il est français. Il est français et il s'adresse à des Françaises. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse à la différence maximale. Il pousse à une sorte de séparatisme culturel par distinction. C'est ce qu'on appelle le communautarisme. Un communautarisme nécessaire pour l'épanouissement de son intégrisme. D'un autre côté, il va déclarer aux médias qu'il milite pour le vivre ensemble, la laïcité. C'est une autre caractéristique des frères musulmans. Il y a la vitrine et l'arrière-cour. La vitrine pour la société, à la fois rassurer et séduire, et l'arrière-cour, le discours qu'on tient à ses fidèles. Et on est dans ce cas-là ici. Alors, comme je l'ai dit, de nombreux intégristes salafistes ou frères musulmans reprennent cette publicité du yaourt pour vendre une femme nue pour vendre du yaourt ou un produit. Il y a par exemple un prédicateur salafiste qui s'appelle Hassan Bounamcha, qui avait dit ceci il y a quelques années, si je retrouve, ça doit être ça. Quoi? De la vision des choses. En France, le vice, c'est quelque chose qui est, vous savez, une nature humaine, mais qui est facilité par les médias. Mes frères et mes sœurs, Ami Hassan, souvent je vous fais rire. Mais wallahi, je le pense de tout mon cœur. Comment vous voulez vivre dans une société comme ça? Quand vous sortez dans la rue, vous voyez tout ce que vous voyez dans les panneaux publicitaires. Quand vous regardez la télévision, vous voyez tout ce que vous voyez dans la publicité. Pour vendre le beurre, ils mettent une mararienne, une femme nue. Pour vendre une mobilette, une femme nue. Pour vendre un micro-ondes, une femme nue. Pour vendre, attendez, je suis allé comme Rana Bachar. Rana Bachar, il n'y a pas de honte dans notre religion. La pudeur, vous savez c'est quoi? L'insan, il est inné en lui, la pudeur. Et quand la pudeur, elle s'en va, il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, idha lam tastahi, faf'al ma shi'ta. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. La pudeur, quand il y a le vice, et que la pudeur est là, tu arrives à gérer ta vie. Mais regardez, vous sortez dehors. Vous regardez que c'est normalisé. Voilà, donc il poursuit son petit délire en parlant de la décadence et du vice qui règne en France. Il déplore que filles et garçons ne soient plus séparés dans les écoles, qu'on aime en France les femmes nues dans la rue, mais qu'on n'accepte pas les femmes qui sont bien habillées, c'est-à-dire voilées, etc., etc. Alors, cet homme est un homophobe patenté aussi, puisque l'homophobie et le sexisme sont souvent étroitement liés. Il tient des propos, là j'ai pas le temps, mais il y a un petit extrait assez affligeant sur l'homosexualité. Pourquoi je parle de lui? Parce que tous les islamistes tiennent ce genre de discours. Pourquoi est-ce que je parle d'un mec qui lutte contre la mixité, crache sur la France qui serait remplie de vices car les femmes y seraient trop libres, qui est un virulent homophobe? Parce que le CCIF intervient avec des intégristes comme lui et ne condamne jamais ce type de propos. Cet homme soutient officiellement le CCIF et le CCIF a affiché officiellement son soutien par des vidéos de cet homme-là. Pourtant, le CCIF se présente comme un collectif de défense des droits de l'homme et contre le racisme. Voilà. Donc, il faut savoir que parmi les théologiens ou islamologues qui soutiennent le CCIF, il n'y a que des intégristes. Alors, comment se protéger? Comment protéger sa pudeur? Comment être une femme bien et qui se respecte? Comment se différencier du mode de vie tel qu'il est pratiqué ici? Comment se différencier pour être identifié en tant que musulmane? Puisque l'enjeu, il est aussi identitaire. Se différencier du mode de vie de ces dépravés de Français, par le vêtement, en se voilant. Le voile concentre à lui seul toute la stratégie politique et tout le patriarcat islamiste. Le voile est l'affichage, le couronnement de tout ça. Car comment manifester la pudeur, le comportement respectueux
éviter l'exhibition et limiter la mixité? Comment discriminer au mieux les femmes? Parce que leur corps serait la source de tous les problèmes, en imposant le voile. Non pas par la contrainte explicite, mais par une contrainte suggérée, puis acceptée et même revendiquée par les concernées elles-mêmes. Alors il faut savoir que le voile fait partie depuis toujours de la vie des femmes musulmanes, mais avant, il était beaucoup plus culturel que religieux. C'est pour ça que chaque pays avait son propre voile. Alors, ils n'en étaient pas moins sexistes, évidemment, mais ils étaient plus culturels. C'est pour ça que, souvenons-nous de l'image de Bourguiba, qui enlève le voile à une Tunisienne, symboliquement pour faire la promotion du code du statut personnel et montrer la libération de la femme tunisienne. Ça a été possible parce qu'il a enlevé un safsari, le voile local tunisien. Si ça avait été un hijab, un niqab ou un djelbeb, ça aurait été beaucoup plus compliqué, parce que là, ça aurait été considéré comme une atteinte à la religion et donc comme une offense à Dieu. Mais souvenons-nous aussi, à la même époque, parce que dans les années 50, de Nasser, dans un discours politique, vous avez certainement vu cette vidéo où il raconte, hilar, qu'il a eu un entretien en 1953 avec le chef des frères musulmans et que celui-ci voulait voiler toutes les égyptiennes, et ça faisait rire tout le monde. Alors aujourd'hui, on rigole moins. Les égyptiennes sont pour la plupart voilées. Et ce voile qui faisait rire Nasser en Égypte a été exporté dans le monde entier, c'est le hijab. Donc tous les voiles locaux ont été remplacés par celui-ci, ou par le niqab, ou le djilbab pour les salafistes, selon le degré de zèle. Et pour que une musulmane, ce que eux ils appellent une musulmane, que moi je considère comme intégriste, soit reconnaissable dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Afrique, en Europe, où vous voulez, elle doit être identifiable et reconnaissable. Parce qu'elle fait partie de la communauté, la Oumma, la communauté musulmane supérieure à la citoyenneté nationale de chaque pays. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont ce délire-là avec le voile? Parce que les islamistes, il faut le savoir, sont des obsédés sexuels. Ils ne pensent qu'au sexe. Du matin au soir, et jusqu'à leur mort, hommes et femmes, même si c'est un milieu patriarcal, donc les hommes le manifestent plus, mais hommes et femmes, ils sont obsédés par la sexualité. Mais vraiment, toute leur vie tourne autour de ça. Ça se partage en deux groupes, ceux qui veulent satisfaire leur frustration et ceux qui sont obsédés par le risque de tentation. Et on peut passer de l'un à l'autre selon les moments. Alors, et donc avec leur obsession sexuelle, c'est pour ça que la femme relève de leur stratégie politique. Le voile est le cheval de Troie de leur stratégie. En imposant le voile et sa visibilité, on met le pied dans la porte pour toute autre revendication. En habituant les gens à voir le voile visible, on va les habituer au fur et à mesure aux revendications qui sont véhiculées par ce voile. Et tout ça pour le développement de leur idéologie totalitaire, pas pour le développement d'une religion. Il faut faire attention, il faut faire bien la différence. L'objectif est d'islamiser la laïcité, d'islamiser le féminisme, et pour que la société s'adapte à leur radicalité. Alors on essaie de convaincre les femmes. Comment est-ce qu'on peut les convaincre et pas les contraindre? Déjà, depuis plusieurs dizaines d'années, que ce soit les salafistes, les frères musulmans, avec des millions et des millions de dollars, ils ont inondé le monde de leur propagande à travers des organismes internationaux tels que l'OCI pour influencer l'ONU ou d'autres organes intergouvernementaux, et puis au niveau national et local à travers des mosquées, des prêches, des conférences et tout ce que vous voulez. Donc ils essayent à la fois de séduire et de culpabiliser. Séduire par des images, par exemple, je vais essayer de retrouver celle-ci. Donc il y a aussi en français, je vais le mettre, d'autres photos qui prennent l'image d'une sucette. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc tu ne peux les empêcher, mais tu peux te protéger. Celui qui t'a créé, c'est mieux que quiconque ce qui est bien pour toi. La sucette et la femme. Les mouches, j'en fais partie apparemment. Donc je suis une mouche qui est forcément attirée par les sucettes. Et la seule façon que la sucette puisse se protéger, c'est d'avoir un emballage. Et l'emballage, c'est le voile. Donc on rajoute le vernis religieux en disant que c'est Dieu qui sait mieux qu'est-ce qui est bien pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma fille, ouais, mais si tu écoutes pas Dieu, il y a des flammes de l'enfer qui vont te chatouiller les orteils. Et ça, ils appellent le libre choix. Donc c'est ça le libre choix pour les islamistes. Donc il y a aussi d'autres. Donc ça fait partie de la propagande. Il y avait donc les conférences et tout ça depuis quelques années Internet. Et ça c'est véhiculé sur les sites islamistes. Et ça circule beaucoup. Il y a aussi ça. On récupère les codes culturels qui nous font sens. Ici, Walt Disney pour les jeunes filles. On les instrumentalise, on reprend la petite Jasmine qui à la maison, elle se coiffe avec ses jolis cheveux, et à l'extérieur, elle porte son voile avec son petit sourire. Donc ça, c'est pour séduire. Finalement, au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, où on dit à la jeune fille ou à la femme,
bah, tu es libre de choisir. Tu as le libre choix entre la pudeur et l'impudeur, entre être une fille bien ou une pute, entre être une fille respectable et une fille qu'on ne respecte pas et qu'après il ne faut pas qu'elle vienne se plaindre. Tu as le choix entre le paradis et l'enfer. Quel choix va-t-elle faire? Le libre choix. Un jour ou l'autre, elle se voile. Souvent des jeunes filles. C'est pas forcément les parents qui les obligent, mais c'est l'extérieur. Une fois qu'elles arrivent devant l'école, les jeunes filles, les collégiennes, les lycéennes ou à l'école primaire, elles disent bah, c'est mon choix. Donc là, vous opprimez ma liberté religieuse. Alors qu'il y a un gros travail derrière des islamistes pour arriver à ce libre choix. Donc quand elles arrivent devant l'école, que l'école maintenant dit depuis 2004 c'est non, les islamistes vont dire c'est une loi raciste. Parce que écoutez-les ces filles, regardez, écoutez-les, nous on n'est pas islamistes, écoutez-les, c'est elles qui veulent. Alors que ces gars-là, depuis des années, ils leur pour le mot pour qu'elles le fassent. Donc, ils vont essayer de culpabiliser la société, notamment par ce genre d'images que j'ai prises sur la page d'un pro-islamiste, un élu de Saint-Denis, Majid Messaouden, qui est un élu de gauche et qui est en fait d'extrême droite, et qui propose ce genre... Il a récupéré ça sur des sites intégristes. La laïcité écrase les pauvres petites filles. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la laïcité empêche la liberté des intégristes de discriminer les fillettes dès leur plus jeune âge. Voilà ce que ça veut dire. Alors convaincre les musulmanes d'un côté, et séduire et culpabiliser la société de l'autre. C'est pour ça que le sexisme du voile est revendiqué comme féminisme islamique. On inverse totalement les rôles. C'est ça. Et à tel point que les féministes musulmanes de culte ou de culture, comme Wassila Tamzali, ou au hasard Jemila Benhabib, ou d'autres, qui tirent le signal d'alarme, elles sont peu écoutées par une partie des élites et par une partie des féministes, qui préfèrent l'affichage victimaire des islamistes plutôt que le féminisme des autres, qui préfèrent mettre en avant l'universalisme plutôt que leur religiosité réelle ou supposée. Alors, en conclusion, puisque les femmes sont un enjeu pour toutes les religions, plus on est rigoriste et plus les femmes sont en danger. Alors on a vu que pour la question des femmes, et notamment du voile, la religion n'est qu'un prétexte. La laïcité n'est pas concernée. L'islam n'est pas responsable des dérives qui sont faites en son nom. Il faut bien faire la distinction entre islam et islamisme. C'est bien le corps des femmes qui sert de champ de bataille aux islamistes pour faire avancer leur idéologie. Le véritable terrain, c'est donc celui de l'égalité des sexes, pas de la laïcité. Parce que l'islamisme n'est pas une religion. Mais d'un autre côté, l'argument de la liberté religieuse est toujours brandi par les intégristes. C'est pour ça que, utilisé avec intelligence et non pas à tort et à travers, je peux affirmer aujourd'hui, on est tous d'accord, que la laïcité est un des meilleurs outils pour la défense des femmes. Merci.